Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous recevons un écrivain français, Maxime Vivas. Il a publié plusieurs ouvrages sur la Chine, notamment à travers son expérience en Chine, notamment dans le Xinjiang et dans le Tibet. Bonjour, Monsieur Vivas. Bonjour. Bonjour. Ces dernières années, vous avez mené une lutte contre les désinformations sur la Chine et récemment, vous avez publié avec Aymeric Monville et Jean-Pierre Page un nouveau livre intitulé Les divagations des anti-chinois en France. Alors bonjour, Monsieur Vivas, bienvenue dans notre émission pour parler aujourd'hui de votre livre. Je vois que vous avez publié plusieurs livres auparavant sur la Chine, mais cette fois, vous avez quand même choisi un mot assez fort dans le titre, les divagations. Pourquoi choisissez-vous ce mot? En fait, c'est un titre qui répond à un rapport volumineux de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, c'est-à-dire l'Institut de l'armée française, qui a fait un rapport de 654 pages et qui est en fait un rapport qui est entièrement à charge contre la Chine. Ils ont là-dedans, ils ont mis une vingtaine de chercheurs pendant 2 ans. Ils ont essayé de trouver tout ce qu'ils pouvaient mettre, qui allait mettre la Chine en accusation, qui allait donner une image défavorable, négative, voire effrayante de la Chine. Donc ils ont cherché, c'est presque un travail d'espionnage, c'est presque un travail de fouille dans les poubelles qu'ils ont fait. Et moi, j'ai été évidemment très, très sensible à ça, parce que dans ce rapport, pour une raison un peu mystérieuse, mon nom est cité 54 fois et ils ont mis 8 fois ma photo. Alors, c'est pas bien, parce que c'est pas bien de faire dans un livre un rapport aussi hostile à la Chine, de me citer 54 fois et de mettre 8 fois ma photo, parce que Hmm. ça peut exciter des gens. Vous savez, notre philosophe Jean-Paul Sartre disait que les mots sont des pistolets chargés. Ouais. Et donc, on accuse quelqu'un, on peut armer les bras d'un imbécile, d'un fou ou d'un tueur. Hmm. Et donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on faisait ce que faisaient les cow-boys dans les westerns avec les affiches wanted, recherché, mort ou vif. Ça ressemble à ça. Donc moi, Mais en j'étais. fait, vous dites que c'est pour des raisons mystérieuses. Donc, est-ce que vous avez pensé un peu à des raisons possibles? Qu'est-ce que Alors, vous en oui, oui, pensez? bon, moi, je crois que je n'ai pas l'importance en France ni dans le monde suffisante pour être cité 54 fois, alors que Trump est cité 7 fois et Biden 3 fois. Donc, si, en fait, je pense qu'ils ont voulu. Je pense que ce rapport est un rapport qui est destiné surtout à l'OTAN et au Pentagone. Il fallait donner Hmm. donc aux branches, enfin, à l'armée américaine, il fallait donner un document qui était montré comment la Chine était dangereuse et comment en France, elle avait des individus qui étaient aussi dangereux puisqu'ils soutenaient la Chine. Et pourquoi moi? Parce que j'avais écrit plusieurs livres sur la Chine. J'avais écrit le Dalai Lama Pacizen en 2011. Et puis en 2021, j'ai publié le livre Ouïghour pour en finir avec les fake news. Donc j'avais déjà publié ces 2 livres-là et j'étais un peu remarqué. Puis j'avais aussi publié beaucoup d'articles sur la Chine. Hmm. Alors je pense que les auteurs là, de ce rapport ont voulu trouver quelqu'un, ils m'ont trouvé à moi, ils ont trouvé que j'étais la bonne cible. Et après ça, ils ont fait vraiment un travail de chercheur dans les poubelles, parce qu'ils sont allés chercher dans mon passé jusque dans les années 1960. Et en fait, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils ont trouvé que j'ai été syndicaliste, que j'ai été le référent littéraire d'Attaque, qui était une organisation pour la taxation des transactions financières et spéculatives. Et ils ont trouvé que j'étais un ami de la Chine. Et ils n'ont pas trouvé grand-chose de plus. Ils ont trouvé de moi une photo à Caracas où je défilais en soutien au président Hugo Chavez. Ils ont mis cette photo, là, on me voit dans la manif. Ils n'ont trouvé que ça, mais là-dessus, il n'y a rien pour moi dont je pourrais avoir honte. Ils ont fait un portrait finalement de quelqu'un qui est engagé. Mais je pense que pour des lecteurs de l'OTAN et du Pentagone, ça suffit pour montrer que je suis très très dangereux. Voilà. C'est ça. Hmm. Je pense que Hmm. voilà comment les choses là se sont faites. Et dans ce volumineux rapport, il y a des choses sur moi qui sont fausses, voilà, beaucoup qui Hmm. sont fausses.
En fait, vous avez, dans ce rapport, non seulement, démontré, les désinformations sur vous, mais aussi, les désinformations, qu'ils ont fait, sur la Chine. Pour les gens qui n'ont jamais mis leurs pieds en Chine, en lisant ce rapport, ils auraient du mal à vraiment, faire, comme vous, parce que vous avez été en Chine et vous connaissez bien la Chine. Mais pour, les lecteurs de ce rapport, il suffit que ce rapport soit rédigé par une institut, de grand nom, avec les chercheurs assez renommés, pour, croire tout ce qu'ils, écrivent. Donc, comment, finalement on peut lutter contre ces désinformations alors? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que leur rapport, 654 pages, n'est pas en vente dans les librairies. C'est un rapport qui est fait pour les spécialistes, pour des Mmh. militaires. Voilà. Et Mmh. donc, le grand public n'a pas vu ce rapport. Mais par contre, effectivement, la presse en a parlé. Les journaux en ont parlé. Ils ont repris un Mmh. peu c'est- ce que disait ce rapport. Donc, c'est ça, c'est la première réponse. Comment faire? Eh ben, c'est ça. Et ensuite, l'autre réponse, c'est de faire ce qu'on a fait avec notre livre, pour lequel nous avons obtenu une préface d'un contre-amiral. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du grade de général. Et c'est le Mmh. contre-amiral Claude Gaucheran qui a fait une préface en approuvant le contenu du livre. Et c'est très rare, en fait. Donc, c'est le seul, à ma connaissance, pour le moment, officier supérieur de l'armée, l'équivalent d'un général, qui prend position pour nos thèses et en disant qu'en fait, dans le rapport publié par l'école militaire, tout n'est pas bon. Voilà. Même tout est à peu près faux, parce qu'en fait, il y a une sinophobie, on dira, qui est quelquefois à la limite du racisme d'ailleurs. Et donc, avec un acharnement qui finit par être un peu presque comique. Voilà. On Mmh. sent bien qu'ils on sent Mmh. bien qu'ils ont cherché tout ce qu'ils ont pu trouver, ils l'ont mis là-dedans, et puis c'est trop. C'est Mmh. trop, c'est mal. Effectivement, on trouve, vous parlez beaucoup de sinophobie, dans le livre et il y a une description comme ça, je cite un peu, «Ce climat malsain encourage l'esprit partisan et contredit les besoins d'échange et de partage, mais aussi, dévalue le travail de recherche et l'esprit critique, la rigueur intellectuelle, le travail d'investigation et les jugements indépendants». Comment évaluez-vous l'influence de ce climat que, vous avez décrit dans ce livre, sur la France, sur la société française? Est-ce qu'il y a réellement, un climat, malsain qui a vraiment eu une influence sur, la société française, sur, je sais pas, la perception des Français moyens sur la Chine? Oui, cette perception est négative parce il y a un acharnement de nos médias est quasi unanime contre la Chine. Et donc, il faut voir que la Chine, enfin, vous le savez, est un pays très différent des autres pays du monde. André Malraux disait, il y a la Chine et puis il y a le reste du monde. Et vous avez une culture plurimillénaire qui s'est développée et qui est très différente de la nôtre. On voit bien avec comment vous mangez avec des baguettes, et puis votre écriture qui est très différente de la nôtre. Et Mmh. vous avez aussi développé des concepts, une philosophie qui était à peu près inconnue en France. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir des échanges culturels ou philosophiques ou politiques euh, extérieurs à l'esprit partisan de la politique pour arriver à échanger, à mieux se faire comprendre. Et donc, mais ça ne se fait pas. Voilà, il y a comprendre la Chine telle qu'elle est, non pas à cause du Parti communiste chinois, mais telle qu'elle était déjà avant, c'est un dialogue qui n'est pas possible chez nous. Donc, effectivement, la Chine est mystérieuse. Vous savez, il y a une expression qui dit le péril jaune. Hein, donc, Mmh. voilà, donc vous êtes dangereux. Et ça, effectivement, ça, dans la mesure où on ne voit jamais dans nos médias, dans nos journaux, où on n'entend pas à la radio, on ne voit pas à la télévision des personnes qui vont défendre la Chine ou qui vont expliquer la Chine. L'expliquer Mmh. seulement. Il y a ceux simplement qui sont à charge. Je vais voir Mmh. une anecdote. J'ai la compagne de mon fils aîné est japonaise. Alors, les Français, ils ne font pas la différence. Hein. Ah ouais. Donc,
Oui, c'est comme les Chinois ne font pas les différences entre les Européens parfois aussi. Voilà, c'est pareil, bien sûr. Et alors, ils sont allés en Corse, dans un atelier d'un artisan, et quand ils sont rentrés, l'artisan a fait, en pointant le doigt comme ça, dehors, à la compagne de mon fils, et il a dit, je ne veux pas de Chinois dans ma boutique. Mmh. Comme ça. Et mon fils, il a dit, mais pourquoi? Alors, elle a dit, mais je suis japonaise. Et mon fils, il a dit, mais pourquoi vous n'aimez pas les Chinois? Il a dit, non, moi, j'aime pas les Chinois. Et mon fils, il a dit, mais vous les connaissez tous? Il y en a 1,4 milliard. Et alors, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut essayer d'exclure d'un magasin quelqu'un qu'on croit être chinois. Donc, il y a toujours une certaine dose de racisme, mais qui n'est pas très, très élevée, qui n'est pas agressive, qui ne se traduit pas trop dans la rue, à part l'exemple que je vous donnais de ma belle fille qui est japonaise. Voilà, il y a pas de danger pour les Chinois à se promener dans la rue. Et puis, il y a beaucoup de restaurants chinois ou asiatiques en France. C'est beaucoup plus grave aujourd'hui pour les Russes. Les Russes sont vraiment en danger. À Toulouse, là, dont je suis, il y avait un, un chef d'orchestre très, très, très connu internationalement et qui était adoré par les Toulousains. Il a été obligé de démissionner parce qu'il n'a pas voulu désavouer son pays. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça où des œuvres musicales russes sont déprogrammées parce qu'il y a un racisme anti-russe, mais tout à fait effrayant. On insulte les Russes. Alors, ce n'est pas pareil pour les Chinois, mais disons que voilà, ouais, vous êtes beaucoup moins aimés dans la rue que les Américains. Voilà. Et on comprend pourquoi. Bon, et en plus, vous êtes Non, effectivement. mais est-ce que ça veut dire que, finalement il y a un climat un peu, entre guillemets, «sinophobie» dans le média mainstream ou dans le domaine de recherche et du coup ça a finalement, une influence sur, la perception des Français moyens? Mais oui, bien sûr, quand aux informations, on a toujours des informations négatives sur la Chine. Je pense, il y a eu c'est quand même ces dernières années une campagne effrénée, effrayante sur le Xinjiang et sur les Ouïghours. Mmh. Ça a été extraordinaire. Il y avait des titres de journaux qui étaient tout à fait affolants en disant qu'il y avait un génocide, qu'on prélevait des organes sur les enfants ouïghours pour les vendre à l'Arabie Saoudite. Il y avait des choses comme ça et c'était toujours comme ça. Et donc, si vous dites en France, dans la rue, à quelqu'un, par exemple, vous avez entendu parler des Ouïghours, il va vous répondre, ah ben oui, les pauvres, voilà. Donc, c'est comme ça. Et heureusement pour vous, la guerre en Ukraine est arrivée et les Ouïghours ont complètement disparu. On n'en parle plus. C'est fini. On ne parle plus du tout des Ouïghours dans les camps de concentration, les Ouïghours qui sont emprisonnés ou tués, on n'en parle plus. Mais parce que Mmh. la guerre d'Ukraine est arrivée. Mais sinon, pendant des années, c'était extrêmement violent. Moi, j'ai raconté que dans mon livre, Les Ouïghours, pour en finir avec les fake news, euh, quand j'ai écrit le livre, j'ai hésité parce que je savais que j'allais m'exposer à des représailles. Et puis aussi, je pensais que peut-être je ne trouverais pas un éditeur pour le publier. Alors, j'en ai Mmh. trouvé un, mais après, j'ai eu du mal. J'en ai trouvé un. Et après, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'ensemble des médias français me sont tombés dessus, m'ont attaqué, Ouais. m'ont diffamé, m'ont menacé, m'ont insulté. Mmh. Donc, effectivement, tout ça a pesé sur l'image que la Chine peut avoir en France. Je Mais pense que selon vous, quelle est la raison, au fond de ces désinformations assez violentes contre la Chine ces dernières années? Vous dites qu'il y a c'est vraiment concentré sur ces dernières années et pas depuis, 30 ans, 20 ans? parce qu'il y a 30 ans, la Chine n'était pas un pays puissant. Il y a Mmh. 30 ans, la Chine n'était pas sur le point de devenir la première puissance économique du monde. Ça a toujours Mmh. été les Américains et ça paraissait devoir être comme ça pendant encore un siècle. Et il s'avère que la Chine a fait des progrès fulgurants dans tous les domaines, qu'elle s'est enrichie, qu'elle est devenue plus forte et qu'elle menace le leadership des Américains. Et les Américains sont prêts à tout
pour garder leur leadership. Moi, je parlais récemment avec, avec un Chinois, qui est un politologue chinois, qui était bien renseigné, et qui m'a dit, vous savez, la Troisième Guerre mondiale a commencé. Actuellement, les Américains l'ont déclenché par intermédiaire en Ukraine. Ils fournissent des armes et des instructeurs, mais eux, ils ne sont pas. Mais enfin, voilà, ils font se battre l'Ukraine, les Ukrainiens contre les Russes. Ils espèrent affaiblir les Russes. Ils espèrent que la guerre va durer longtemps. Et quand ils auront affaibli les Russes, ils seront en position pour pouvoir s'en prendre à la Chine. Et très certainement, ça se fera avec Taïwan. Parce qu'il y a eu des tentatives nombreuses auparavant. En 2010, dans ces années-là, il y avait le Tibet. Ils espéraient pouvoir séparer le Tibet de la Chine. Ensuite, il y a eu Hong Kong. Ils ont échoué. Ensuite, il y a eu les Ouïghours, mais c'est pratiquement aussi un échec pour eux. Il reste maintenant Taïwan. Et pour ça, il faut qu'ils provoquent la Chine, qu'ils créent un incident à Taïwan. Et ce serait mieux si la Russie n'était pas en mesure de faire un bloc avec la Chine. En affaiblissant la Russie, il va affaiblir la Chine. Oui, en fait, effectivement, j'ai remarqué un point là-dessus dans votre livre. Je me permets de citer d'abord ce passage qui dit qu'à Washington, on considère dorénavant qu'il faut passer à l'usage du hard power, c'est-à-dire au recours à la force et à la confrontation, autant dire au conflit déclaré. Pour ce faire, on fait donner les roulements de tambour du Pentagone aux côtés de ceux des forces de l'OTAN. Alors, on fait monter les enchères en désignant simultanément l'Ukraine et Taïwan comme les deux nouveaux théâtres d'opération à venir. On invite donc les partenaires et alliés au sein de l'OTAN, de l'AUKUS, de la Quad et bien sûr du sommet de la démocratie, qui d'ailleurs sont les mêmes, à se préparer des conflits de haute intensité qui seront des affrontements plus durs, à plus grande échelle et se traduiront par de lourdes pertes matérielles et humaines. Et récemment, on remarque aussi, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou il y a un lien là-dessus, que l'ambassadeur chinois en France, Lu Shaye, a aussi mis en garde contre certains individus en France qui incitent le Parti démocrate progressiste de l'île de Taïwan à rechercher l'indépendance de Taïwan. Donc, alors là, est-ce qu'on est vraiment sur une piste dangereuse et pensez-vous qu'on est vraiment en train d'être entraîné un peu par les États-Unis vers vraiment une guerre chaude au détroit de Taïwan? Moi, je le crains. L'analyse de M. l'ambassadeur Lou Shaye était très, très, très juste. Hein. Je crois qu'il a bien décrit en fait les raisons de cette guerre en Ukraine et puis aussi les raisons de la pression que font les Américains autour de l'île de Taïwan. Donc, il a bien vu tout ça. Ici, en France, avec les médias qui appartiennent à des milliardaires pro-atlantistes, on ne voit que le côté émotionnel de la guerre en Ukraine. On nous montre les maisons détruites, les gens qui pleurent, des choses comme ça. Mais sur les raisons de la guerre, il n'y a rien, on n'en parle pas. Et surtout, l'analyse que vous faites, que vous venez de rapporter, ben, elle n'est jamais faite dans les médias français. Et c'est pourtant ce qu'il faudra faire un jour, parce qu'effectivement, la Troisième Guerre mondiale, elle démarre là. Elle démarre comme il a été dit, parce que, encore une fois, les Américains qui sont, en fait, qu'est-ce qu'ils ont de très fort? Ils ont une armée. Leur économie n'est pas très bonne, elle est même très mauvaise. Et donc, pour pouvoir continuer leur leadership sur le monde, il faut qu'ils fassent taire les Chinois, les Russes et peut-être demain les Brésiliens, en fait, toutes les puissances, tous les pays qui sont un peu importants, ils vont les faire taire. Et naguère, avant 1989, les Américains étaient hostiles à la Russie et à Moscou parce que c'était l'Union soviétique, c'était les communistes. Et ce ne sont plus les communistes qui dirigent la Russie. Poutine n'est pas communiste. Il y a un parti communiste en Russie qui est hostile à Poutine. Donc, ce n'est pas parce que la Russie est communiste, c'est parce que la Russie est un grand pays, c'est le plus grand du monde en superficie, c'est un pays qui est proche de la Chine, et donc c'est un pays qui peut effectivement aider la Chine.
qui est indépendant dans la Il faut pas, diplomatie. alors que les Américains aiment bien l'Europe, parce que l'Europe, en fait, obéit à l'Amérique. L'Europe n'est pas un pays indépendant, l'Europe est un pays pro-américain. Finalement, effectivement, ce qu'on voit un peu, maintenant le résultat, c'est que maintenant la Russie et en même temps l'Europe ont tous été affaiblis par cette guerre et les États-Unis maintenant, ils vendent des armes aux Ukrainiens, donc ils gagnent de l'argent. En plus, ils vendent gaz, de l'énergie, à l'Europe et ils gagnent aussi de l'argent. C'est extraordinaire que ce que vous dites là, on croirait que les dirigeants européens ne le voient pas. Quand même, ils devraient le voir. Ils devraient voir qu'en fait, ils ont des problèmes avec le gaz, l'acheminement du gaz aussi. Il y a un problème pour l'Europe, puisque Poutine a fermé les robinets. Il y a le problème de l'achat du gaz américain, c'est du gaz de schiste, qui vient par bateau. Donc, il sera beaucoup plus cher pour nous. Et ensuite, du point de vue écologique, c'était pas bon. Et ensuite, comme vous dites, les Européens vont se battre en Ukraine, mais les Américains sont chez eux et ils vendent des armes. Et je pense que quand on dit que le Congrès américain a débloqué des milliards d'argent pour l'Ukraine, je pense que c'est un prêt, que ce n'est pas un cadeau. Les Américains ne font jamais de cadeaux. Dans le livre, on a aussi un petit passage comme ça sur la relation entre la Chine et les États-Unis. Je cite un peu, pour Joe Biden, à cause des problèmes et de ce constat globalement négatif, c'est la Chine et les causes réelles du délabrement économique et social des États-Unis, c'est encore la Chine et l'état calamiteux des relations internationales, y compris avec les alliés, c'est toujours la Chine. Donc, mais je vois quand même en Europe, enfin, j'ai quand même entendu des chercheurs qui ont des voix comme maintenant les États-Unis ont placé la Chine comme ennemi numéro un. Donc, ils ont une stratégie qui est conformée à leur intérêt, mais l'Europe n'ont pas le même intérêt que les États-Unis. Donc, pensez-vous que finalement, en Europe ou en France en particulier, qui est réputée d'être dotée d'un génie de réflexion, peut avoir une stratégie indépendante européenne ou française vis-à-vis à la Chine ou vis-à-vis d'autres problématiques internationales? Moi, je crois que l'histoire, quelquefois, l'histoire laisse passer la chance, et l'histoire a laissé passer la chance du 24 avril 2022 en France, où on a eu une élection présidentielle et où le candidat Jean-Luc Mélenchon, qui est un ami de la Russie et de la Chine, et qui dit qu'on ne doit pas traiter la Chine et la Russie comme des ennemis, qu'on ne doit pas participer aux guerres contre la Russie et contre la Chine, il n'a pas été élu. S'il avait été élu, non seulement la position de la France aurait changé, mais la France a un poids suffisant en Europe pour entraîner d'autres pays européens à revoir leur position, en tout cas à être moins agressif envers la Chine et envers la Russie. Malheureusement, il n'a pas été élu. Alors peut-être qu'il sera élu euh, Premier ministre dans quelques mois, non, dans un mois, et ça pourrait encore un peu changer, mais effectivement, nous avons en Europe, on a raté le coche. Et là, il y a effectivement une sorte de cohésion, d'unanimité qui fait qu'on est soudés derrière les États-Unis d'Amérique. Et même quand c'est contre notre intérêt. Alors, parce qu'effectivement, tout à l'heure, vous disiez ce n'était pas l'intérêt de l'Europe ni de la France. Nous, quand le gaz russe n'arrive plus en Pologne, ou en Hongrie, je ne sais plus, en Pologne, je crois, et quand ils ont des problèmes aussi d'acheminement avec l'Allemagne, une partie de l'Europe souffre effectivement de ce manque de gaz. Et nous aussi, il y a une politique de boycott. Il y a certains produits qu'on ne peut plus exporter en Russie, c'est-à-dire qu'on perd des marchés. On a perdu des marchés. Nous, on ne gagne rien. Là. Jusqu'à ce jour, on n'a rien gagné. Par contre, comme vous le disiez, les Américains gagnent parce qu'ils vendent des armes, ils prêtent de l'argent et puis surtout, ils font tuer des Européens entre eux parce que quand même, les Ukrainiens sont des Européens et les Russes sont des Européens aussi. Ils les font tuer entre eux pour le plus grand bénéfice des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est un jeu dangereux aussi, parce que c'est pas sûr
que les Américains gagnent à long terme. Et pour l'instant, c'est eux qui en bénéficient. Alors, on a mentionné un peu, tout à l'heure, la possibilité, d'une guerre chaude à Taïwan, comme vous avez dit, vous craignez un peu, cette possibilité aussi. La question a été aussi un peu posée dans le livre, c'est-à-dire que, il est dans le livre posé comme question comme: «Un conflit est-il inévitable? Ou peut-on surmonter les crises en manifestant une hostilité permanente, pas seulement en parole, mais dans les actes. Et c'est le fond du problème, d'où l'instabilité mondiale confrontée à de réels risques de guerre. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter le conflit quand on voit déjà le pire venir ou est-ce que on va comme des héros dans les tragédies grecques qu'on voit qu'on voit les pires venir, mais on n'a pas le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Alors, et moi, pour l'instant, d'après ce que je sais, c'est qu'il y a des provocations permanentes des Américains pour pousser les Chinois à faire une faute avec Taïwan. C'est-à-dire pousser les Chinois à faire une action qu'on pourrait leur reprocher, et puis on pourrait dire c'est les Chinois qui ont provoqué un nouveau conflit. C'est ce que cherchent les Américains. Les Chinois le savent et ils sont très prudents là-dessus. Ils essaient de ne pas donner cette opportunité. Mais peut-être faudra-t-il un jour qu'ils ne laissent pas faire tout ce que les Américains veulent faire. Notamment, ils patrouillent quand même avec des navires de guerre tout près de la Chine. Il n'y a pas de navire de guerre chinois qui patrouille dans la mer des Antilles ou près des côtes de la Floride. Ça n'existe pas. Mais par contre, les Américains sont tout près de la Chine et il y a aussi des Français d'ailleurs. Il y a des bateaux français, quelquefois des avions français qui sont là-bas et qui ne devraient pas y être. On n'a rien à faire là-bas. Tout l'intérêt de la France, c'est d'avoir des rapports amicaux et pacifiques avec la Chine et des accords économiques et puis aussi développer, parce qu'il faut le faire, des accords, des échanges culturels. Donc nous, on n'a rien à faire là-bas. Et les Américains, oui, on comprend bien parce qu'en fait, ils veulent la guerre. Et là, en fait, dans le livre, on trouve, vous avez évoqué au début la philosophie en Chine, c'est très différent que la philosophie occidentale. Et effectivement, quand on voit les doctrines diplomatiques, c'est aussi un reflet de la philosophie politique d'un pays. Et dans le livre, il y a une comparaison intéressante entre les doctrines diplomatiques de la Chine et des États-Unis. Je cite un peu, la Chine parle inlassablement de communauté de destin pour l'humanité, tandis que les États-Unis, y compris encore naguère par la voix du président Clinton, s'affirment toujours détenteurs d'une destinée manifeste qui leur donnerait le droit de gouverner le monde. Je trouve le mot inlassablement, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que cette notion a été répétée quand même beaucoup de fois par des dirigeants chinois dans les différentes occasions. Mais j'ai quand même l'impression que dans les pays occidentaux, j'ai rencontré aussi des chercheurs ou des amis et qui ont du mal en fait à comprendre cette notion de communauté de destin pour l'humanité en disant que c'est un peu, c'est très différent de leur pensée entre guillemets normale et ils ont du mal à comprendre et du coup c'est le message n'est pas vraiment très, très bien pas passé. En fait, les États-Unis ne cachent pas leur ambition parce que Trump disait America first, l'Amérique d'abord. Mmh. Biden, à peine a-t-il été élu, a dit les États-Unis sont prêts à diriger le monde. D'autres, peut-être Clinton disait les États-Unis sont une nation nécessaire. Donc, en fait, ils ont une vision de la politique qui est une vision agressive. L'Amérique d'abord, l'Amérique doit gouverner le monde. Et puis après, alors de l'autre côté, il y a cette théorie qui est développée là, et qui est souvent dite par Xi Jinping, qui est une communauté des destins. C'est-à-dire, en gros, la Chine se développe, mais en même temps que le reste du monde, il y a une communauté de destins. Il n'y a pas des destins qui sont opposés aux autres. Alors, c'est une position très, 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 très intéressante parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine
veut se développer parce qu'elle doit se développer. Elle n'a pas encore un produit intérieur brut qui est très extraordinaire par habitant. Elle peut Non. encore, voilà, hein, on dit que c'est Mmh. l'équivalent du produit intérieur brut de l'Espagne. Donc, il y a des progrès à faire dont la Chine veut se développer. Mais la Chine, elle dit qu'elle ne veut pas se développer au détriment des autres pays. Elle le dit, elle le répète. Alors, ce qui fait que les gens avec qui vous parlez ne le comprennent pas, en fait, moi, je crois qu'ils le comprennent, mais ils ne veulent pas l'admettre parce que c'est une vision tellement différente de ce qu'on a toujours connu dans Ouais, l'histoire. c'est ce que j'ai l'impression, hein, c'est qu'un développement, c'est certainement au détriment de l'autre. Voilà, Il voilà. n'y a pas C'est quand, d'exception. voilà, on ne peut pas le croire, on ne veut pas le croire. Mais à Mmh. mon avis, on finira par le croire. Moi, je pense notamment à la présence de la Chine en Afrique. Alors, il y a des critiques qui sont faites chez nous, beaucoup, on critique beaucoup. Mmh. Sauf que la Chine est en Afrique, elle fait des affaires en Afrique parce qu'elle a intérêt à y être et à faire des affaires, mais elle le fait sans détruire les pays, sans renverser les gouvernements. Elle fait ça avec des accords commerciaux, avec les gouvernements, avec les industriels d'Afrique, alors que les autres pays d'Europe, et nous on l'a fait, nous, la France, et puis pas que la France, l'Angleterre aussi, l'Allemagne, on y va, on envoie l'armée, nous. On a toujours envoyé l'armée, on a toujours conquis les pays. Il y a plusieurs pays d'Afrique noire qui parlent français parce qu'on les a colonisés. Et nous, notre politique, ça a toujours été ça. C'est la politique des États-Unis d'Amérique aussi. On arrive, on détruit un pays et on prend le pétrole, tout ce qu'on veut. Alors, donc, nous, on a toujours fait ça et on a du mal à admettre que d'autres font différemment. Et c'est ce que fait la Chine. La Chine, en Afrique, je ne dis pas que c'est idyllique, que c'est facile. En tout cas, ce que fait la Chine en Afrique, elle fait des opérations gagnant-gagnant, en fait. Donc, Mmh. la Chine a besoin de matières premières, des choses comme ça, et puis les Africains ont besoin aussi d'une aide. Ouais, mais justement, comme vous dites, si, enfin, on ouvre une petite parenthèse ici, hein, c'est-à-dire que si la Chine a cherché son développement en Afrique sans détruire les intérêts des Africains, mais pour les Français, il détruit les intérêts des Français. Donc c'est le développement de la Chine en Afrique est fait au détriment de l'intérêt des Français dans leur, mmh, ancienne colonie. Oui, c'est ça, mais oui, mais Mmh. c'est bien parce qu'en fait, oui, mais la Chine la Chine le fait, mais elle ramasse pas des gouvernements. Elle met pas en place des gouvernements à sa botte, et la Chine ne ramasse pas des gouvernements africains. La Chine le fait par des accords commerciaux. La France, ben, si la France n'est pas bonne dans les accords commerciaux, c'est terrible parce qu'en fait, on a une culture commune avec beaucoup de pays d'Afrique puisqu'ils parlent le français. Et puisque beaucoup Mmh. d'étudiants viennent en France. On pourrait, on est mieux placé que vous. Oui, oui, bien Mais sûr. en fait on l'est pas parce qu'il y a, je pense qu'on on a gardé cet esprit colonial et on veut tirer le maximum de choses de ces pays-là. Et éventuellement, quand ça nous plaît pas, ce qui se passe là-bas, eh bien, on fomente des coups d'État, on envoie l'armée. L'armée française a été pendant 10 ans au Mali. Hein, Mmh. ouais, alors, officiellement, c'est pour défendre la démocratie, la liberté. Non, c'est pour les matières premières. Voilà. Mais l'armée française était là-bas. Il n'y a pas d'armée chinoise en Afrique, que je sache. Elle n'y est pas. Les soldats chinois sont chez eux. Il y a 750 bases militaires américaines à travers le monde. Il y en a beaucoup autour de la Russie et autour de la Chine. 750 bases militaires. La Chine, je crois, en a une. Donc, vous voyez que, alors, Mais ça oui, a fait scandale cette oui, seule base oui, bien sûr. militaire. Ça a fait Oui, vraiment un scandale, ouais. oui, on a parlé plus de celle-là que de 750 autres bases qui sont, elles, qui sont américaines. Et Mmh. donc, moi, je crois, donc, pour en revenir à votre question initiale, que cette notion de communauté de destin, elle va progresser, elle va avancer, les gens comprendront mieux et peut-être bien même que les peuples d'Europe mettront un espoir, l'espoir Mmh. que ça va réussir et qu'il y aura effectivement avec les Chinois des accords commerciaux qui quelquefois seront rudes. Hein. Les Chinois sont des commerçants, ils savent bien négocier, mais bon, bon, ça c'est le commerce. Mais après, sur le reste, on pourrait avoir des rapports, à mon avis, qui seraient plus amicaux. Et surtout, je suis allé 4 fois en Chine, je vois bien que les Français connaissent rien.
ils ne comprennent rien à la Chine. Voilà, chaque fois qu'ils parlent de la Chine, ce qu'ils disent n'est pas vrai. Ouais. Ou alors ils Mmh. racontent ce qu'on leur a raconté, et puis Là, une question, pour, rejoindre ce que vous dites tout à l'heure, c'est comment on va parler de la Chine, c'est que dans la conclusion de l'ouvrage, se trouve l'appel de 210 signataires issus de professions diverses et qui revendiquent, le droit de parler autrement de la Chine et surtout j'ai entendu, parler, parmi ces 210 personnes, en fait, beaucoup de Français me disent que alors, on veut qu'on parle autrement de la Chine, non pas parce que j'aime tout ce que la Chine fait, mais simplement il faut parler autrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous parler autrement de la Chine et comment aujourd'hui on peut lutter contre les désinformations sur la Chine? C'est quand même très difficile aujourd'hui, étant donné les sources d'informations qui sont très diverses et très difficiles à vérifier. oui, dans un autre climat, on pourrait avoir des débats sur la Chine, parce que nous sommes des pays très, très différents. Et donc, on pourrait échanger des choses, et puis même, on pourrait faire des comparaisons. Moi, je dis toujours, et c'est une précaution que je prends quand j'écris, que je ne suis pas partisan d'importer en France le système politique, économique, médiatique, culturel, social, carcéral, judiciaire chinois, parce Mmh. il est différent du nôtre. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait des discussions entre des Français sur ces points-là, comparer nos différents systèmes, et puis chacun défend le sien, mais au moins il y a un échange, il y a une discussion. Mais là, ce n'est pas possible. Là, quand on parle de la Chine, il faut attaquer la Chine. Et si vous attaquez pas la Chine, on vous dit, comme ça a été le cas pour moi, que je suis vendu à la Chine, que je suis un idiot utile, un fou, un complotiste, un négationniste. Oui, je suis négationniste. C'est un mot terrible en France. Négationniste, ça veut dire ceux qui nient les crimes des nazis dans les camps de concentration. Alors là, il dit, moi, je suis un négationniste ouïghour. Et donc, il n'y a pas de discussion possible. Voilà, et donc, pour l'instant. Et c'est très dommage. C'est un préjudice terrible pour notre pays, parce qu'on a intérêt à mieux se comprendre. Mais selon vous, pourquoi maintenant il y a plus d'espace pour les discussions? Il n'y en a plus parce que, d'une part, il y a un problème technique en France. Il y a pratiquement tous les médias appartiennent à des milliardaires qui sont de conception atlantiste, tous, pratiquement tous. Ah donc Et c'est-à-dire que c'est un peu l'influence des États-Unis qui fait qu'il y a, ça, les ah ouais. oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, comme la France est alignée sur les États-Unis, on ne peut pas discuter de ça. Mais je ne sais pas si ça va pouvoir durer longtemps, parce que là, jusqu'à une date assez récente, au début du mois de mars, on avait en France une chaîne de télévision qui était Russia Today, RT, qui était une télévision russe en France, et qui était différente des autres. Moi, je regardais cette chaîne-là, d'ailleurs, quelquefois je suis intervenu sur cette chaîne-là, je la regardais parce que c'était une chaîne pluraliste, c'était pas une chaîne, c'était pas l'éloge permanent de Poutine, c'était une chaîne pluraliste qui évidemment était russe et qui ne disait pas du mal de la Russie, mais en fait c'était une chaîne pluraliste, mais il n'y a plus, maintenant il n'y a plus. On peut regarder la télé, on peut zapper sur n'importe quelle chaîne en continu, il y en a 4 ou 5 en France, on a toujours le même discours, on a toujours les mêmes débatteurs, des tables rondes où les gens sont d'accord entre eux et puis ils font, dès qu'il y en a un qui parle, l'autre dit oui, 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 les Chinois sont méchants, oui, oui, oui. Voilà, c'est comme ça. Et donc, voilà, c'est un vrai problème qu'on a actuellement, qui est un problème gravissime, parce que c'est un problème qu'on n'avait pas eu depuis la guerre d'Algérie. Quand on était en guerre contre l'Algérie, les médias étaient contrôlés en France, y compris les journaux. Quelquefois, les journaux étaient censurés. Mais maintenant, c'est plus la peine de les censurer. Ils disent tous la même chose. Oui, ça m'étonne aussi que parfois je constate qu'il y a quand même ce phénomène de, hem, imagination, par rapport à l'enquête réelle, parce que dans votre livre, vous avez dit que dans le rapport on utilise, le conjonctuel ou conditionnel au lieu de temps affirmatif et parfois quand je regarde la télé, les débats aussi, quand on demande aux invités, quelle est la situation en Chine, heu il va répondre simplement à: «Je sais pas, je suis pas allé sur le terrain, mais je peux imaginer que, c'est C'est tel ou ça. tel». C'est quand même un peu surprenant, ouais. Voilà. Mais après, oui, vous parlez de ça, moi,
dans mon article, dans le livre là, sur la Chine, sur les divulgations des anti-chinois en France, et j'ai étudié le rapport de l'école militaire, et je me suis aperçu qu'à 300 fois dans le livre, 300 fois, c'est beaucoup trop, beaucoup. Quand on veut produire un livre scientifique, et 300 fois, ils utilisent le conditionnel. Et en gros, vous l'avez dit, le conditionnel, c'est je ne sais pas, mais je pense que, oui, il est possible. Oui, oui. Selon certaines rumeurs, il semblerait que, voilà. Et ça, c'est le temps du doute. Mais à force de le répéter, le lecteur prend ça pour une affirmation. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Et donc, c'est un procédé qui est assez malhonnête quand il est employé comme ça aussi souvent, 300 fois, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc, en fait, ou bien on sait, ou bien on ne sait pas. Et si on fait un rapport scientifique pour les militaires, pour l'OTAN et pour le Pentagone, il vaut mieux dire des choses qui sont vraies et qu'on a vérifiées. Et là, ils ne le font pas. Donc, ce sont des petites lâchetés d'écriture qui montrent qu'en fait, leur rapport n'est pas fiable, n'est pas honnête en plus. Et pour l'avenir entre la relation entre la Chine et la France, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur ce point, s'il y a tellement de divagation anti-chinois en France? Moi, je suis plutôt optimiste, pardon. Je suis optimiste parce que, à moins qu'il y ait une guerre, s'il y a une guerre chaude là, entre l'Amérique et la Chine, évidemment, toute la France, tous les médias seront avec les Américains, c'est sûr. Mais si la guerre n'éclate pas, tout ça peut évoluer. Moi, je prends un exemple concret que je connais bien, c'est le mien. Quand j'ai écrit mon livre Ouïghour pour en finir avec les fake news, je l'ai publié en décembre 2021, j'étais tout seul. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde me tombe dessus, c'est pour ça qu'on me cite souvent, parce que j'étais tout seul. Et ensuite, j'ai fait un second livre, La Chine sans œillère. On était déjà 17 intellectuels des 5 continents. C'est différent. Ensuite, il y a eu la pétition dont vous avez parlé, là. 210, je crois, personnalités qui ont appelé à signer cette pétition pour le droit de parler de la Chine autrement. On ne demande pas le droit de dire du bien de la Chine. Oui, c'est ça ce que j'ai compris. Autrement de la Chine et de ne pas être forcément toujours négatif. Or, actuellement, les médias sont fortement négatifs. Alors, je pense qu'il y a comme ça un phénomène qui fait que dans certains milieux intellectuels, chez nous, en Europe, mais aussi aux États-Unis, il y a des intellectuels qui disent c'est trop, il ne faut pas. Il faut pas. Vous avez vu peut-être que, c'est dans le livre, je crois, que deux avocats prestigieux, dont l'un était un conseiller de la Maison-Blanche et l'autre, le conseiller du secrétaire général de l'ONU, ont écrit ensemble dans le Washington Post, je crois, un article où ils disaient, bon voilà, il faut arrêter avec le génocide ouïghour, il ne faut plus parler de ça, c'est pas vrai, voilà. C'est pas crédible. Il y a eu ça. Et puis d'autres, il y a un intellectuel turc aussi, qui a été 3 fois retenu pour être prix Nobel de la paix, 3 fois nobelisable, on dit chez nous, et qui a fait aussi un très très long article en disant mais c'est pas vrai, tout ce qu'on raconte sur les Ouïghours, c'est pas vrai, et puis il s'en prend surtout à Adrian Zenz, qui est le pire ennemi de la Chine et des Ouïghours dans cette affaire-là. Donc il y a des gens, mais pour l'instant, c'est pas en France. C'est uniquement, c'est assez drôle, c'est aux États-Unis où finalement la liberté de la presse est plus grande que chez nous, où on voit des intellectuels et des journaux qui publient des choses en disant non, c'est pas vrai. Moi, j'ai parlé pendant des heures avec des journalistes français. J'ai parlé pendant 2 heures et demie avec la journaliste de Libération qui couvre le Xinjiang. 2 heures et demie. Et c'est extraordinaire quand on parle comme ça, hors micro, le discours que les journalistes tiennent est différent de ce qu'ils écrivent. C'est extraordinaire, on ne peut pas imaginer. Voilà, Libération fait un gros titre sur une première page, le fond noir, et puis des gros titres, Ouïghours, génocide en cours. Alors les gens passent devant les kiosques, comme ça, génocide en cours. Quand je parle avec elle, elle me dit, mais c'est pas ce qu'on a voulu dire. Elle me dit, vous avez lu dans l'article en page intérieure, il parle de génocide au titre de l'article 4 de la Convention de Genève de 1948, qui dit qu'il y a génocide quand on empêche des naissances. Alors le plus grand génocide connu, c'est la politique de l'enfant unique. Mais là, personne n'a appelé ça génocide.
C'est extraordinaire. Donc là, il appelle ça génocide en disant que au Xinjiang, on empêche les femmes ouïghours d'avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. Donc c'est tout à fait différent de ce qu'ils affichent. Parce que pour nous, un génocide, c'est un acte par lequel, au bout de quelque temps, la population a diminué. Il y a eu en Europe un génocide juif. À la fin de la guerre, il y avait 6 millions de juifs en moins. Le génocide américain, quand ils ont tué les Indiens, il y a presque 10 millions d'Indiens qui ont disparu. Ça a été un génocide. Il y a eu le génocide arménien. Enfin, il y a eu un génocide aussi en Australie avec les populations autochtones. Donc ça, ce sont des vrais génocides parce qu'à la fin, il y a moins de monde. Mais au Xinjiang, les populations ouïghours n'arrêtent pas de progresser. Il n'y a pas de. Voilà. Ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 4 ans, et donc la population augmente. Donc, ce n'est pas un génocide. Et ensuite, quand je parle, je vais arrêter, quand je parle avec la journaliste de Libération, je lui dis, mais pourquoi vous avez écrit qu'il y avait des prélèvements d'organes sur les enfants ouïghours pour les envoyer en Arabie Saoudite, et vous dites que les enfants meurent, hein? Elle me dit, mais on n'a jamais dit ça. Elle me dit, monsieur Vivas, vous parlez des choses que vous avez lues dans les réseaux sociaux qui n'ont pas été contrôlées, n'importe quoi. Alors, d'une part, ce qui est dans les réseaux sociaux et qui n'est pas vrai, les médias ne les démentent pas, ça les arrange bien. Et ensuite, j'ai dit, mais madame, vous avez fait une page entière, une pétition, halte au prélèvement d'organes sur les enfants. Vous avez fait une page entière appelant à pétitionner. Je l'ai la page là. Alors ça, elle ne voulait plus le savoir. Voilà. Donc, et pourtant, donc maintenant, autrement dit, ils ne veulent plus qu'on parle de ça. Génocide, ils ne veulent pas qu'on en parle, ou alors un génocide différent. Je parle aussi des Ouïghours en prison. 1 million, 1,8 million, 3 millions. Elle me dit, non, non, moi, je n'ai jamais dit ça. Nous, on estime qu'ils sont peut-être 200 000. 200 000, mais ce n'est pas des camps de concentration, c'est des centres de rééducation, d'éducation. Oui, moi, ça me va très bien. C'est ce que dit le gouvernement chinois, d'ailleurs. Il dit qu'il y a des centres pour l'éducation, pour la formation, etc. Et donc, il y a comme, quand on parle comme ça entre nous, avec des journalistes hors des micros, eh bien, ils disent un peu ce que je dis, mais publiquement, ils disent des choses différentes. Et je le comprends, parce que je pense que si les journalistes disaient sur le Xinjiang, sur la Chine en général, sur la Russie et l'Ukraine, s'ils disaient la vérité, ils seraient licenciés. Ils ne pourraient pas le faire. Leur article ne passerait pas. Voilà. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, moi, j'ai presque un peu de pitié pour eux, parce que quand on parle de liberté de la presse, moi, je suis beaucoup plus libre qu'eux. Moi, je dis ce que je veux, je dis ce que je crois et ce que je vois, et eux ne peuvent pas le faire. Voilà. Ils sont vraiment tributaires de leur employeur, et leurs employeurs, ce sont des employeurs qui sont pro-américains. C'est vrai que je connais aussi certains journalistes qui a démissionné ces dernières années parce que elles jugent que l'ambiance est enfin, je la cite, c'est impossible un peu, est devenu impossible. Alors, je vous remercie, Monsieur Vivas, d'avoir participé à notre émission et partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Merci à vous, et puis j'espère que ce livre-là, sur celui-là, j'espère qu'il sera bientôt publié en Chine. Je crois qu'il y a des pourparlers avec un éditeur. J'espère qu'il sera publié en Chine, et ça devrait vous intéresser de voir un petit peu comment quelques intellectuels français prennent votre défense. Je vous remercie. Merci à vous et bon courage. Merci et je vous souhaite une très bonne journée.